Les estivales de la question animale. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va tous vous présenter le campus animaliste, c'est l'assaut de jeunesse du Parti animaliste. Et on va d'abord se présenter chacun, et puis ensuite Alice introduira notre conférence. Alors, je m'appelle Simon Nordman, j'ai 26 ans, et je suis coprésident du campus animaliste. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Servane Pater, j'ai 19 ans, et j'étais candidate aux élections législatives, comme Simon qui a oublié de le dire. Je fais partie du campus aussi et je suis co-correspondante de Haute-Garonne du Parti animaliste parce que j'habite à Toulouse. Bonjour, moi c'est Xavier, je suis aussi coprésident au campus animaliste et également avec Simon on a fait une association de maraude végétale sur Paris. Donc voilà, l'idée c'était de distribuer de la nourriture végétale. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc je suis Morgane Frappa, j'ai 19 ans, je suis étudiante en droit et donc membre du campus animaliste et j'ai été candidate aux élections législatives du Parti animaliste dans la 2e circonscription du Val d'Oise. Donc bonjour, je m'appelle Alice Pied, j'ai 16 ans, je suis lycéenne actuellement à Bac-1. Je suis également coprésidente du campus animaliste avec Simon, Xavier et 3 autres personnes. Et j'habite à Lorient en Bretagne. Une magnifique petite ville. Si vous passez par là, il y a plein de choses à faire. Donc je vous y encourage fortement. Merci. Et bonjour, moi je m'appelle Romain, j'ai 23 ans, je suis étudiant en physique. J'ai cofondé le Parti animaliste avec d'autres personnes ici présentes, le campus animaliste, oulala, pas le parti. Et j'ai été candidat aux élections législatives. Donc je vais tout d'abord introduire notre association en vous parlant de sa nature et de son origine. Donc le campus animaliste est une association relativement jeune qui a été créée en octobre dernier, le 9 octobre 2021 précisément. Donc on a presque un an, on fera un super gâteau vegan pour son anniversaire. On est l'association de jeunesse du Parti animaliste, donc on a été entièrement créé par le Parti animaliste, à l'image d'autres partis politiques, pour assurer certes une continuité, mais également donner une offre politique aux jeunes qui se retrouvent peut-être plus dans une association de jeunesse que dans le parti en tant que tel, bien que de nombreux membres sont à la fois au campus et au parti. Nous suivons donc la ligne et les principes politiques du Parti animaliste, à savoir l'aspect monothématique et transpartisan. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces termes, ils seront détaillés un petit peu plus tard. Donc nous sommes une association politique de jeunesse, ce qui nous donne là 2 particularités très importantes. Donc politique car nous avons une réelle volonté de politiser la cause animale. À notre sens, c'est une réelle stratégie pour voir des avancées dans la cause animale, mais on vous détaillera cela après. Et nous sommes donc une association de jeunesse. La tranche d'âge des adhérents est comprise entre 15 et 27 ans. Donc ça fait c'est vraiment notre plus grande force pour de nombreux aspects. Donc d'abord, on a un écho à un public de plus en plus sensible à la condition animale, car on est des jeunes qui parlent aux jeunes, en quelque sorte. Également, nos membres ont maximum 15-12 ans d'écart. Donc ça permet vraiment de créer une zone de confort du militantisme, dans le sens où on a plus d'affinité avec des gens à peu près de notre âge, et ça permet donc d'être vraiment motivé pour se mobiliser, pour agir politiquement pour les animaux. Ensuite, ça permet donc, de par ce fait, d'avoir des responsabilités assez tôt, donc de se former. Par exemple, moi, je suis coprésidente alors que j'ai uniquement 16 ans, ce qui ne serait pas forcément possible dans d'autres associations où il y a des personnes qui ont 30 ans d'expérience. Donc c'est aussi un aspect très important. Et également, cet aspect qui vous sera beaucoup détaillé plus tard, donc 15-27 ans, c'est vraiment une période de formation dans notre vie. Beaucoup sont lycéens, étudiants, jeunes actifs, et c'est vraiment à ce moment-là que les esprits se forment. Donc autant les former de manière animaliste pour avoir plus de compétences plus tard. Voilà. En termes d'action, bien que nous soyons l'association de jeunesse du Parti animaliste, nous faisons des actions complètement autonomes par rapport au parti. On a nos propres idées, on a nos propres instances, le bureau, le conseil, l'assemblée. Et on crée des événements qui vous seront détaillés un petit peu plus tard, où c'est nous qui décidons, c'est nous qui organisons tout de A à Z. Nos actions sont principalement en distanciel ou en présentiel. On est une association nationale, donc sur toute la France. On a un petit peu plus de militants en Ile-de-France actuellement, mais nos actions sont vraiment à la fois, on va participer à des manifestations, on va également faire beaucoup de choses en visioconférence, beaucoup agir par les réseaux sociaux, on vous détaillera ça un petit peu plus tard. On est vraiment très pluriel. Donc notre objectif principal est de toucher les jeunes, mais on ne va pas se limiter non plus aux jeunes évidemment. Si on peut diffuser les idées animalistes au plus grand nombre, c'est vraiment ça qui compte pour nous. Merci. Donc à présent, je vais laisser la parole à Simon, qui va entamer la première partie sur la politisation de la cause animale. Alors en fait, on va avoir
deux principales parties. La première, ce sera en général sur la nécessité de politiser la cause animale. Et donc on va en fait beaucoup parler du parti animaliste, mais c'est parce qu'on est l'association de jeunesse du parti animaliste. Et dans la deuxième partie, on va plus se focaliser sur exactement ce qu'on fait nous de façon autonome, de façon indépendante, mais dans la mesure où on le fait en déclinaison de la stratégie du parti animaliste, il faut quand même commencer par là. Donc d'abord, on va parler donc de cette stratégie du parti animaliste. Donc ça c'est clair, c'est devenu jaune. Alors, le parti animaliste, c'est un parti particulier. Pour deux raisons, vous avez sûrement déjà entendu ces deux termes, parce que c'est un parti monothématique et transpartisan. Monothématique, ça veut dire qu'il a un seul thème, c'est les animaux. Et l'objectif de ce monothématisme, c'est que dans toutes les circonstances où le parti animaliste est en jeu, où il est représenté, quel que soit le sujet, que ce soit question d'économie, d'écologie, de toujours ramener les animaux dans le débat, de montrer aux autres partis politiques, de montrer aux autres personnalités politiques et aussi de montrer aux électeurs que les animaux sont impliqués dans énormément de secteurs de la vie citoyenne. Et le fait d'avoir un positionnement monothématique, ça permet de diffuser les idées animalistes. Donc on est monothématique. On est également transpartisan. Transpartisan, ça veut dire qu'à l'intérieur du parti animaliste, il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite. Le parti animaliste en lui-même ne tranche pas sur la question de la gauche et de la droite. L'idée derrière ça, c'est de dire que toutes les bonnes volontés doivent être réunies pour agir pour les animaux. Alors, il y a quand même une charte des valeurs et des valeurs à respecter, des valeurs de vie en commun, mais dans le cadre du parti animaliste, l'action, elle est animaliste, quel que soit le positionnement politique, à gauche ou à droite. Avec à chaque fois l'objectif, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu se positionner, de montrer à tous les autres partis les voix qu'ils perdent en méprisant les animaux. De montrer à la fois ça à la gauche et aussi à la droite. De montrer que s'ils n'ont pas un programme ambitieux qu'ils réalisent et qu'ils appliquent, ils vont perdre des voix à chaque élection, 2, 3, 4%, et ces voix qu'ils perdent, on les récupère, ça leur montre qu'ils doivent agir pour les animaux, donc c'est efficace pour la cause animale. Donc on a donc ces deux objectifs, diffuser les idées animalistes, on veut aussi appliquer un programme animaliste. Notre objectif, c'est pas simplement de l'influence, on a des élus, Romain vous en parlera après moi, Morgane puis Romain, et des élus notamment locaux qui agissent directement pour les animaux. Alors voilà, donc ça c'est Hélène Touy, donc, qui est une des coprésidentes du parti animaliste, donc Evie Hélène Touy, bon je ne présente pas la blague, qui est donc transtématique et monopartisane. Alors je vais un tout petit peu rapidement expliquer en quoi c'est intéressant, en quoi c'est révélateur cette stratégie monothématique et transpartisane à propos de l'électorat. On a un électorat qui est un électorat complexe. D'abord vous le voyez, alors ça c'est écrit en bas à gauche, ça vient de la Fondation Jean Jaurès, c'était après les élections européennes. Ce graphique montre qu'en bonne partie, l'électorat animaliste, c'est un électorat qui vient de la classe moyenne. Ça ne correspond pas, si vous voulez, à l'image que certains se font de « Ah voilà, les gens qui votent pour les animaux, c'est les bobos urbains ». C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui votent pour les animaux, qui votent franchement pour les animaux, parce qu'ils sont sensibles à ça et ils ne correspondent pas à la caricature que parfois on veut vendre. Et également, l'autre intérêt de ce positionnement, c'est qu'il n'est pas identique avec le positionnement et avec l'électorat des Verts. Donc là, vous voyez, alors, je ne sais pas si c'est assez gros, mais vous avez, par rapport ici, voilà, à droite, c'est la carte de l'électorat d'Europe Écologie Les Verts, et à gauche, c'est la carte de l'électorat du Parti animaliste. Il y a quelques points communs, mais il y a aussi beaucoup de différences. Le Nord, par exemple, est franchement animaliste, il n'est pas trop Europe Écologie Les Verts. Il y a des différences d'électorat. Ce qui montre qu'il y a un électorat animaliste qui est un électorat indépendant, de gens qui, à la fois, veulent agir pour les animaux et disent aux hommes politiques « vous agissez pas assez », et qui en même temps est un électorat qui n'a plus trop confiance en la classe politique et qui est attaché à cette nouvelle forme de parti de valeur. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ma présentation générale sur la stratégie. On va maintenant passer avec Morgane à une partie sur en quoi voter pour le parti animaliste, c'est déjà un acte très efficace en soi. Donc cette année, le Parti animaliste s'est présenté à 2 élections, les présidentielles et les législatives, 2 élections pour lesquelles le campus animaliste s'est mobilisé. Nous pensons qu'il est important de revenir sur l'utilité, voire même la nécessité de la candidature du Parti animaliste à ces 2 élections. Donc tout d'abord, concernant les présidentielles, pour rappel, la candidate présentée par le Parti animaliste aux présidentielles était donc Hélène Touy. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à obtenir les 500 signatures d'élus nécessaires à sa présentation officielle.
malgré la mobilisation massive de bénévoles pour appeler les mairies. Mais malgré cela, cette mobilisation pour les présidentielles a permis au parti animaliste un immense essor de visibilité grâce à la campagne menée. En effet, Hélène Touy a multiplié durant sa campagne les interviews, les plateaux télé, les interventions à la radio, ce qui a donc permis de faire parler de la cause animale sur tous les médias. De nombreuses campagnes de distribution de tracts ont également été mises en place par des bénévoles sur tout le territoire, ce qui a permis de faire découvrir le parti animaliste à des personnes qui n'étaient pas nécessairement sensibles à la cause animale et qui ne connaissaient même pas le parti animaliste, et qui, donc, pour les plus intéressés, les a poussés à se pencher sur les mesures proposées par le parti animaliste dans son programme. En plus de cet essor de visibilité massif, cette campagne a surtout permis d'imposer la question animale dans le débat politique. En effet, cela pousse les autres partis, ne prenant pas compte la mesure des enjeux animalistes de notre époque et n'ayant pas ou très peu de mesures en faveur des animaux dans leur programme, à s'y intéresser et à agir en conséquence. Cela pousse les autres partis à s'apercevoir que la cause animale compte énormément pour les Français. Pour rappel, un sondage IFOP de 2017 a montré que 89% se disaient sensibles et intéressés et jugeaient importante la cause animale. Ensuite, concernant les législatives, la présentation du parti animaliste aux législatives avait globalement le même intérêt d'essor de visibilité que pour les présidentielles. Pour rappel, sur 577 circonscriptions, le parti animaliste a présenté 421 candidats animalistes. Donc, il y a eu plusieurs candidats aux législatives au sein du campus animaliste, donc Xavier, Servan, Simon, Romain et moi-même. Cela a donc permis, encore une fois, une hausse de visibilité du parti animaliste sur tout le territoire avec les campagnes électorales qui ont été menées par les différents candidats tout du long, donc encore une fois des interviews, des interventions à la radio, etc. Et cela a encore permis de faire prendre conscience de l'importance de la cause animale aux yeux des Français, puisque le parti animaliste a fait un score de 1,51% sur le territoire national, dont 5 circonscriptions qui ont obtenu plus de 3%. Mais les législatives avaient un autre intérêt, autre qu'un essor de visibilité, qui est un gain financier, en fait. Parce que si un parti politique obtient plus de 1% des suffrages dans 50 circonscriptions dans lesquelles il a proposé des candidats, une voix rapporte alors 1,64 € par an. Ainsi, voter pour le parti animaliste n'est pas un geste anodin. Il permet, en plus de pouvoir voter en accord avec ses valeurs personnelles animalistes, il permet à la cause animale de se développer. Les animaux, grands oubliés de la politique, sont enfin mentionnés et la présentation du parti animaliste, encore une fois, pousse les autres partis à prendre en considération cet intérêt et d'agir en conséquence en ajoutant des mesures en faveur des animaux dans leur propre programme. Plus la cause animale sera politisée et plus elle pourra avancer positivement. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Romain qui va vous parler des avancées des élus animalistes. Donc voter animaliste, c'est utile. Ça permet d'obtenir des avancées concrètes qui se gravent dans le marbre pour le futur. Voter parti animaliste en votant parti animaliste ou en votant pour d'autres élus animalistes, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc je vais maintenant vous présenter quelques avancées qui ont été obtenues par des élus à différentes échelles en France et à l'étranger. Donc je vais commencer par l'échelle municipale. Donc à l'échelle municipale, le parti animaliste a 8 élus. Je ne vais pas rentrer dans le détail du travail de tous ces élus parce que le temps manque, ni même le travail de seulement certains élus. Je vais seulement prendre des mesures représentatives de leur travail. Donc par exemple, au niveau des repas végétariens, Sandra Krief est conseillère municipale à Grenoble, a pu instaurer un menu végétarien quotidien dans les écoles. Donc l'option viande et poisson est toujours proposée, mais maintenant le menu végétarien est la norme. Concernant par exemple la chasse, Edine Aristegui, qui est adjoint au maire de Montpellier délégué au bien-être animal,
a obtenu la résiliation des conventions de chasse sur tous les territoires de la commune, ce qui représente 70 hectares sur lesquels il n'est maintenant plus permis de chasser. Concernant ce qu'on peut appeler le devoir de mémoire, Grégory Moreau, qui est conseiller municipal à la mairie du 11e arrondissement de Paris, a obtenu la position d'une plaque commémorative en souvenir des chevaux réquisitionnés pour la Première Guerre mondiale. Alors ce travail s'est fait en collaboration non seulement avec la majorité municipale, mais aussi avec différentes associations, notamment Paris Animaux Zoopolis, dont Amandine Sanvicens a donné une conférence, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques jours, la semaine dernière. Dans des thématiques un peu plus transversales, par exemple sur un aspect social, à nouveau Edine Aristegui a permis l'installation d'un chenil pour les animaux des sans-abri. Alors en quoi ça consiste? Les sans-abri peuvent venir y déposer leur animal, leurs animaux dans la journée pour par exemple aller effectuer des démarches administratives dans des bâtiments qui n'acceptent pas les animaux. Alors si maintenant on passe à l'échelle régionale, alors le parti animaliste a un élu, Guillaume Prével, qui est conseiller régional en Île-de-France. Malheureusement, c'est un élu de l'opposition parce qu'il a été élu sur une liste France Insoumise, mais la majorité d'Île-de-France est LR, présidée par Valérie Pécresse, ce qui fait que son action est très limitée, voire quasi impossible. Une victoire néanmoins qu'il a pu obtenir, c'est une aide de 30 000 € pour les animaux d'Ukraine suite au début de la guerre. Alors à l'échelle nationale, le parti animaliste n'a pas d'élu. Et jusqu'à récemment, nous n'avions pas d'élus à l'Assemblée nationale, mais ça a changé, comme vous le savez tous, avec l'arrivée d'Aymeric Caron de la Rêve suite aux dernières élections. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du travail d'Aymeric Caron parce qu'il vient juste d'être élu. Je vais plutôt m'intéresser à la législature précédente et je vous invite à aller voir la conférence de Sandro Ratto qu'il a donnée lundi dernier sur le sujet. Néanmoins, la législature précédente, nous avions tout de même des députés qui étaient sensibles à la condition animale dans la majorité présidentielle. Et c'est ce qui a permis de faire passer la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Alors, cette loi avait été déposée par notamment Loïc Dombreval, Dimitri Houbon et Laetitia Romero-Diaz. Alors, cette loi est insuffisante parce qu'elle n'aborde pas des thèmes comme la chasse, comme l'élevage d'animaux pour leur chair. Mais elle est historique, parce que pour la première fois, on a une loi entière uniquement portée sur les animaux, et les avancées qu'elle obtient sont véritablement révolutionnaires au vu de la législation que nous avons actuellement. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail complet de cette loi, parce que c'est beaucoup d'articles, mais je vais présenter quelques mesures qui me paraissent assez significatives. Alors au niveau des animaux de compagnie, par exemple, la loi impose maintenant la signature d'un certificat d'engagement et de connaissance pour les futurs primo-accédants, ainsi qu'un délai de 7 jours entre la délivrance de ce certificat et la première acquisition d'un animal. Alors cette mesure a pour objectif de limiter les achats et les adoptions impulsives d'animaux qui sont suivis par de nombreux abandons. Alors cet article de loi a été suivi d'un décret très récemment. C'est d'ailleurs le seul décret d'application qui a pour l'instant été publié sur cette loi. Au niveau du pénal, la loi a posé l'interdiction de l'enregistrement et de la diffusion sur Internet de sévices graves, d'actes de cruauté ou d'atteinte sexuelle sur un animal domestique. Et il est aussi maintenant interdit de solliciter ou proposer la mise à disposition d'un animal dans un but zoophile, ce qui est maintenant pénalisé d'1 an de prison. Donc la loi était jusqu'à maintenant très insuffisante concernant la zoopornographie. Concernant les animaux utilisés dans le divertissement, donc notamment dans les cirques et les delphinariums, la loi a posé l'interdiction d'ici 2028 de la détention et du spectacle d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, et d'ici 2023 concernant l'acquisition et la reproduction de ces animaux. Concernant l'élevage des animaux pour leur fourrure, ceux-ci sont maintenant interdits, et ce, sans délai. Alors, comme je disais, à l'échelle nationale, le parti animaliste n'a pas d'élu. Et alors, nous avons quand même, voilà, je le reviens dessus, c'est important de le dire, nous avons un élu animaliste qui se revendique antispéciste, Aymeric Caron. Mais à l'étranger, il y a des élus depuis plus longtemps, notamment aux Pays-Bas, avec le Parti pour les animaux, qui a 6 parlementaires. Et ces parlementaires ont permis d'obtenir de grandes victoires, notamment une meilleure vidéosurveillance dans les abattoirs. Alors pourquoi meilleure? Parce que la vidéosurveillance était déjà obligatoire dans les abattoirs depuis 2017, mais le placement des caméras était choisi par la direction de l'abattoir. Donc il a évidemment été montré que des sévices graves, en plus de l'abattage, du mauvais abattage qui pouvait être réalisé, il y avait des sévices graves qui se passaient en plus en dehors des caméras.
Mais la nouvelle législation, donc, qui est très récente de cette année, impose que ce placement des caméras soit choisi par un organisme indépendant lié au gouvernement. Et le Parti pour les animaux souhaite même aller encore plus loin et que ces images soient diffusées en direct et en possession de ce superviseur indépendant. Néanmoins, cette victoire n'en est du coup pas une parce que ça n'a pas encore été obtenu. À l'échelle européenne, il existe un groupement de 11 partis animalistes réunis sur l'impulsion du Parti pour les animaux néerlandais, duquel appartient le Parti animaliste. Et ce groupement de partis animalistes européens a permis l'obtention de 1 plus 2 eurodéputés. Alors pourquoi je divise en deux ? Parce que 3 eurodéputés ont été élus aux Pays-Bas, en Allemagne et au Portugal. Néanmoins, 2 eurodéputés, donc celui d'Allemagne et du Portugal, ont depuis quitté leur parti et siègent en indépendant. Alors ces eurodéputés ont permis d'obtenir là aussi de grandes victoires, qui donc s'appliquent évidemment à tous les pays de l'Union européenne. Notamment une TVA à 0% sur les fruits et légumes est maintenant possible. Pourquoi ? Parce que les taux de TVA sont encadrés dans l'Union européenne et jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible pour un pays de l'Union d'appliquer une TVA nulle sur les fruits et légumes. C'est maintenant possible depuis mars 2022. Cette victoire a été notamment obtenue grâce à Anja Hazekamp du Parti européen néerlandais pour les animaux, qui est notamment la présidente de l'intergroupe pour le bien-être et la protection des animaux au Parlement européen. Et le Parti pour les animaux néerlandais souhaite même aller plus loin et instaurer un principe de pollueur-payeur en posant une taxe d'abattage en réponse aux nuisances causées par la production de viande. Autre mesure emblématique obtenue par le Parlement européen, en cette année a été voté un plan pour mettre fin à l'utilisation d'animaux dans la recherche et l'expérimentation. Ce plan a été voté à une écrasante majorité, comme vous pouvez le voir avec ces chiffres-là, 667 voix pour, 4 contre et aucune abstention. Et c'est maintenant à la Commission européenne d'établir un plan d'action pour sortir réellement de l'expérimentation animale. Je vais maintenant laisser la parole à Xavier qui va vous présenter la double stratégie du campus, transposer la sensibilité des jeunes en engagement politique et former les jeunes engagés dans ce mouvement. Juste d'abord, je voulais remercier Marion, qui n'est pas là, mais qui nous a beaucoup aidé pour le PowerPoint et pour le texte. Et donc là, je vais lire le texte qu'elle a préparé. Le campus animaliste est une loi 1901, et c'est un mouvement politique de jeunesse pour la défense des intérêts des animaux. Donc son objectif est de rassembler les jeunes animalistes, c'est-à-dire de rassembler les jeunes qui souhaitent une meilleure prise en compte des intérêts des autres animaux, quels qu'ils soient. Le but de l'association est donc de politiser la question animale, d'encourager le développement de la compétence politique de ses adhérents, donc des jeunes, et de faire émerger des talents, donc par exemple Alice, et d'organiser des actions en faveur du bien-être animal. Il entend placer cette cause, le bien-être animal, au cœur du débat en société et souligne l'importance de ne pas diluer cette question au sein d'autres problématiques qui sont plus englobantes pour la plupart du public et qui tendraient à la négliger. Dans ce contexte, le campus animaliste adhère à la charte des valeurs du Parti animaliste. On partage l'objectif de ce parti politique et on entretient avec lui des liens privilégiés. On soutient le positionnement du parti animaliste, les choix stratégiques, les candidats de la structure partisane. On dispose par contre d'une complète autonomie dans notre prise de décision et dans nos modalités d'action. Le parti animaliste, à l'image du parti animaliste, est aussi transpartisan. Toute personne physique qui partage les buts et les principes d'action de l'association sont les bienvenus, sans aucune condition d'entrée, à part d'être jeune. Aucune règle en termes d'affiliation, de droite, de gauche, peu importe, de rien du tout. Si c'est une sensibilité évidente et durable pour la cause animale, qui normalement est assez claire à montrer. Donc l'association est composée du bureau des jeunes, dont on fait partie, 7 coprésidents, dont un coprésident qui est issu du parti animaliste.
et qui est donc pas forcément jeune. C'est l'organe décisionnel de l'association chargé de tenir à jour la liste des adhérents, de superviser les comptes et les registres, les règlements intérieurs, les documents administratifs et qui gère les finances. On a également un conseil des jeunes qui est composé des coprésidents et des adhérents actifs validés par les membres du conseil au regard de leur implication et de leur adhésion aux valeurs de l'association, donc animaliste. Le conseil des jeunes est un lieu d'échange privilégié en raison du nombre plus limité de personnes et où plus de temps est consacré à la réflexion, à la construction de projets. Et par conséquent, le conseil est organisé en plusieurs pôles chargés de tâches spécifiques telles que la gestion des réseaux sociaux, l'accueil des nouveaux, les attachés de presse, etc. Et enfin, il y a également une assemblée qui est composée de l'ensemble des adhérents simples, actifs, et également des coprésidents de l'association. Les adhérents sympathisants et des membres du Parti animaliste peuvent y siéger à titre consultatif. Donc c'est à l'Assemblée que sont débattues les grandes orientations de l'association. Elle s'occupe également d'accueillir les nouveaux adhérents pour les intégrer au mieux, et ce, dans toute la France, comme l'avait dit Alice. Dès qu'un jeune animaliste devient adhérent au campus, il formule le choix d'intégrer l'un de nos nombreux pôles, chacun autonome, mais amené à collaborer dans le cadre de certains projets. Le pôle formation propose des mois thématiques où les adhérents gagnent en connaissances et se familiarisent en profondeur avec un sujet de la cause animale. Un mois thématique s'articule en débat sur le mode de la sophistique et par l'intermédiaire de jeux de rôle, de conférences avec des spécialistes, des tables rondes, des ciné-débats, etc. On a également un pôle relatif à la gestion des médias et des réseaux sociaux du campus, qui est donc indispensable au développement de l'association. Un pôle orientation, chargé de développer des antennes locales et autonomes dans toute la France, et un pôle mobilisation, de sorte à réunir les adhérents lors de manifestations et événements conjoints avec d'autres associations, fondations. Je vais passer le micro à Morgane, du coup. Donc, je vais vous parler des réseaux sociaux et de la façon dont nous les utilisons au sein du campus animaliste. Donc, le campus animaliste tend à fédérer des jeunes sensibles à la cause animale à travers la France entière. Cela est notamment possible donc, grâce à nos réseaux sociaux qui sont très présents et très utilisés chez les jeunes de façon générale. Donc, nous sommes principalement présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Si nous réagissons principalement sur des faits d'actualité, les réseaux sociaux permettent également aux personnes qui nous suivent de se sensibiliser sur la cause animale à travers nos différents posts, mais également à suivre nos avancées, nos projets et globalement tout notre travail, car nous relions aussi toutes nos actions sur nos réseaux sociaux pour les inviter à nous rejoindre. Sur Facebook, Twitter et Instagram notamment, nous postons régulièrement des posts de sensibilisation répondant à une thématique actuelle. Ces posts sont illustrés par l'une de nos membres, Chloé, qui nous réalise toujours de superbes illustrations. Donc, par exemple, cet été, donc, là récemment, avec les fortes chaleurs, nous avons réalisé des posts de conseils pour aider nos animaux de compagnie et ceux vivant autour de nous à y faire face. Ou encore, par exemple, à Noël, nous avons rédigé les listes de vœux des animaux au Père Noël. Cela toujours dans un but de sensibilisation donc, et d'aide à la prise de conscience. Sur ces mêmes réseaux sociaux, il nous arrive également de poster des mèmes, à savoir des images commentées pour faire rire, en réaction à une actu animaliste aussi en général, tout en sensibilisant. Voilà, je l'ai dit en même temps. Nous tentons également de les faire participer, nos abonnés, même s'ils ne sont pas membres du campus animaliste, en faisant par exemple des sondages sur nos réseaux sociaux pour leur proposer de nous aider à déterminer
le thème du prochain débat qu'on organisera et dont Simon vous parlera plus tard. Enfin, nous sommes également donc présents sur TikTok, où nous avons maintenant eu 2000 abonnés récemment. Le plus régulièrement possible, donc, nous postons des vidéos réagissant encore une fois à un fait d'actualité animaliste, et pour sensibiliser les jeunes, tout en leur donnant envie de nous rejoindre, sachant que TikTok est primordial, je pense, pour nous, puisque c'est un réseau dont la communauté est très jeune, de façon générale. Enfin, nous avons aussi une chaîne YouTube. Donc, pour le moment, on n'a pas posté énormément de vidéos dessus, mais avec le pôle audiovisuel qui est en cours de mise en place et dont Romain vous parlera tout à l'heure, ce dernier réseau va bientôt se développer. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alice qui va vous parler de l'importance des centres d'intérêt des jeunes pour l'animalisme. Merci. Donc, Morgane vous a parlé un petit peu des réseaux sociaux dans le sens où c'est l'univers des jeunes. Donc, pour toucher les jeunes, on doit évidemment toucher leur univers, mais également toucher leur centre d'intérêt pour les amener à s'intéresser à l'animalisme. C'est pourquoi on cherche vraiment à chercher la sensibilité des jeunes, pourquoi pas dans d'autres causes. Par exemple, la cause écologique, parce qu'en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui touche énormément de jeunes à travers le monde entier. On a pu le voir avec les marches pour le climat qui se sont multipliées, avec les réactions sur les réseaux sociaux suite à l'actualité. Et à partir de cette sensibilité écologique, on essaye de montrer aux jeunes qu'on peut également le faire converger vers un lien avec l'animalisme. C'est dans cette optique qu'on a organisé le 20 février 2022, une conférence sur les liens entretenus entre la cause écologique et la cause animale. Donc cette conférence a été organisée, une table ronde plus précisément, a été organisée en collaboration avec les jeunes écologistes franciliens, donc le mouvement de jeunesse de Europe Écologie Les Verts. Donc même l'initiative venait d'eux, c'est Hélène Udry qui est présente ici aux Estivales, qui nous a proposé d'organiser cet événement pour essayer vraiment de toucher en fait un public d'abord écologique et les amener à l'animalisme. Donc cet événement était totalement apartisan, malgré qu'il soit organisé en partie par un parti de gauche. Là, l'événement à proprement parler était apartisan. Et il avait pour objectif de permettre, à travers un échange interactif, d'engager une réflexion critique sur les liens et les différences entretenues entre l'animalisme et l'écologie, en traitant bien évidemment sur les diverses conceptions de l'écologie. Donc pour ça, nous avons eu le plaisir de recevoir comme invités Orlando Ashbenta et Florence Delry, qui sont tous deux spécialistes de ces problématiques. Les animateurs de cette table ronde étaient à la fois des membres de l'association du campus animaliste et des jeunes écologistes franciliens. Donc il y avait Simon Nordman, Rebecca Maumet, côté écologiste, et moi-même, Alice. Au cas où. Donc cet événement a été un réel succès, déjà parce que le public était environ 70-80% écologique. Donc c'était des personnes qui étaient très engagées dans l'écologie, qui ont eu une réelle ouverture sur l'animalisme. Donc il y a eu environ un petit peu plus de 100 personnes qui étaient présentes. Ça a été également diffusé en direct grâce à Swan Photo et Vidéo qui nous filme en plus en direct. Et elle a été rediffusée à la fois sur de nombreux réseaux sociaux et également par Le Média, donc qui est un média de gauche assez populaire, et par Carnevet, un petit peu moins populaire mais tout autant médiatique. Ainsi, en partant d'une sensibilité d'abord écologique, nous sommes vraiment parvenus, grâce à cette conférence, à amener à des réflexions animalistes. Lier les deux pour mieux les défendre, c'est vraiment notre objectif. Et grâce à la convergence naturelle entre certaines revendications écologiques et animalistes, nous pensons, nous le campus animaliste, qu'il faut chercher à développer les points communs entre diverses causes pour avoir une force commune. Donc force, certes, d'idées, mais aussi de moyens, de ressources humaines, de ressources financières et tout ce qui va avec pour organiser de multiples événements, rencontres, etc. Donc je vais à présent laisser Simon vous parler de la formation qui est le pilier du campus animaliste, donc se former pour se renforcer. Merci. Ouais, donc un pilier fondamental du campus, c'est l'engagement politique des jeunes, mais c'est aussi former les jeunes. Faire en sorte que les gens qui nous rejoignent, ils ont déjà des convictions pour les animaux, faire en sorte qu'ils puissent se renforcer pour plus tard défendre avec plus de poids les animaux encore. Et alors, le premier esprit directeur du campus, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle campus animaliste. Il y a des gens qui sont du coup au lycée, qui sont à l'université. Notre objectif, avec le nom campus aussi, c'est de montrer que la formation, c'est un des aspects fondamentaux. Cette formation elle-même,
Elle est sur plusieurs thématiques, c'est apprendre davantage comment sont traités les animaux, etc., comment on peut trouver de meilleures solutions pour avoir un rapport plus sain avec eux, qui ne soit pas un rapport de marchandise, mais un rapport intersubjectif. Mais cette formation a comme objectif principal, et je le développerai, et Servan le développera ensuite, c'est de donner les moyens d'un engagement politique. Alors, dans le pôle formation, je vais développer un peu ce qu'on fait en général, et puis ensuite j'accentuerai sur l'aspect politique. On va créer des mois de formation, on va en faire un en septembre, sur des thèmes. Donc le mois de formation en septembre sera sur la chasse, et on essaye de diversifier les supports de formation en mettant des quiz, des visios internes, des débats, je vais développer ce point, et des conférences grand public. Vraiment, ce qu'on veut, c'est le plus de supports possible, en faisant en sorte que les gens qui ont envie de se renforcer, qui ont envie de se former, viennent, et qu'on puisse approfondir les sujets. Bon. Mais l'idée fondamentale, c'est de se renforcer et de se former pour l'engagement politique. Et pour ça, une des activités qu'on a mises en place et qu'on a déjà un peu pratiquées, c'est l'entraînement au débat, dans le pôle formation. L'idée fondamentale, c'est de se dire que en tant que personne engagée pour les animaux, on a l'habitude de parler de la cause animale pour sensibiliser, dans un rapport de discussion avec quelqu'un, de lui expliquer pour quelles raisons il faut reconsidérer notre rapport aux animaux, changer d'alimentation, etc. On a souvent un rapport à l'échange sur le thème de la sensibilisation. On est beaucoup moins préparé à l'affrontement politique, c'est-à-dire au cadre dans lequel la personne à laquelle on parle ne sera pas convaincue, mais ce qui compte, c'est de convaincre les spectateurs, c'est-à-dire de convaincre ceux qui regardent l'échange, qui en l'occurrence est un débat. Et on veut se renforcer à ça parce que c'est un exercice qui est un exercice difficile, c'est un exercice périlleux, et il faut qu'on soit capable, nous, en tant qu'animalistes, ensuite, quand on sera publiquement exposé, de se débrouiller là-dessus, de ne pas avoir la ridicule et de faire avancer la cause animale avec ce cadre-là. Et donc, les entraînements qu'on fait, on verra, il y a un petit teaser, c'est un cadre précis, c'est un cadre fictionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on prend 2 personnes au campus animaliste. Ils le veulent, hein. Évidemment, on les laisse se proposer. Et en fait, ces 2 personnes incarnent chacune un personnage. C'est de la fiction. Ça permet aussi de se détacher. La première personne incarnera un personnage qui représente le parti animaliste. L'autre, un personnage qui est opposé aux idées animalistes. Et on essaye de varier les thèmes. Un thème sur la chasse, un thème sur la corrida, un thème sur l'élevage, etc. Un thème sur l'expérimentation animale. Bon. Donc c'est fictionnel. Et c'est aussi écrit extra-rationnel, parce qu'il faut aussi qu'on s'entraîne à mieux contre-attaquer, à mieux accepter les attaques ad hominem, qui sont extrêmement fréquentes dans les débats politiques. Il faut qu'on se prépare au fait d'être attaqué, non pas sur ce qu'on dit, mais sur ce qu'on est. Et il faut aussi qu'on se prépare à attaquer les autres, non pas sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils sont. Et c'est aussi pour ça que dans la fiction qu'on met, on crée donc des personnages, et on dit, voilà, tel personnage a telle caractéristique, alors il a fait telles études, alors c'est pas non plus des romans, mais ça permet de faire un débat qui est un débat réaliste, qui n'est pas seulement un débat strictement sur le plan rationnel, mais qui est un débat réaliste par rapport au vrai débat politique, où il faut savoir se défendre quand on est attaqué par des coups un peu bas. Alors, on va vous montrer le petit teaser des débats qu'on a fait. Hop. Tac, ça dure 40 secondes. Dans vos sphères artificielles. Mais beaucoup de personnes en conviendront. Quand même assez hypocrite, nous avons l'équipe vétérinaire la plus importante de France. Et je pense que la recherche du profit peut parfois prendre le pas sur le bien-être animal. Le bouleversement de la biodiversité que nous traversons, si vous reformulez, c'est synonyme de préservation. Alors en l'occurrence, c'était un débat sur le thème du zoo. Et Alice incarnait le parti animaliste. Et Antoine incarnait le directeur du zoo de Beauval. Hop, je fais... Quoi ? J'ai fait une erreur grave ? Bon. Donc voilà, c'est un exercice fondamental. Et je voulais terminer ce point sur des conseils qui me sont venus à l'esprit en regardant ces débats, et que je vais donc vous livrer, sur ce qui fait qu'on gagne ou pas un débat quand on incarne une position pour la cause animale.
beaucoup de gens pensent que gagner un débat, ça veut dire écraser son adversaire. Ça veut dire le terrasser, ça veut dire l'humilier. Et en réalité, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est très important pour nous, qui sommes donc animalistes, qu'il y ait une cohérence entre le fond de notre discours, qui est fondamentalement un discours d'empathie, et la forme. Ce n'est pas possible, dans le cadre d'un débat, d'être extrêmement agressif, d'empêcher son adversaire de parler, de le piéger par tous les moyens, tout en disant « ce que je veux, c'est respecter tout le monde ». Il faut qu'il y ait une cohérence, et donc ne pas confondre domination et progrès. C'est très important dans un débat de ne pas tomber dans le piège de l'affrontement à la mort, et d'essayer de faire avancer la cause animale sur les 3 principes rhétoriques fondamentaux, l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos, c'est-à-dire ce qu'on incarne. Il faut qu'à la fin du débat, le spectateur moyen se soit dit « cette personne-là qui défend les animaux, j'ai envie de lui faire confiance ». Le pathos, il faut que la personne, donc le pathos c'est les émotions, c'est le sentiment, il faut que le spectateur moyen se dise « les émotions qui émanent de ce débatteur-là, de ce représentant des animaux, ces émotions-là me parlent ». Et le logos, c'est-à-dire le raisonnement, il faut que le spectateur moyen se dise « le raisonnement qui est tenu me paraît cohérent ». C'est comme ça qu'on gagne un débat. C'est pas forcément en rentrant dans tous les pièges rhétoriques, il faut savoir se défendre, mais quand on a une position de fond d'empathie, c'est différent pour un parti qui serait un parti belliqueux, qui serait un parti de droite, ou enfin, d'une certaine forme de droite, où le rapport de force est partie des valeurs fondamentales. Dans ce cas-là, le fait d'écraser son adversaire dans un débat est tout à fait conforme avec la philosophie du parti. Nous, c'est pas le cas. Notre philosophie, c'est une philosophie d'empathie. Il faut que la forme ne soit pas en contraste trop profond avec le fond. Voilà, c'était ça mes conseils. Maintenant, on va parler d'un gros événement qu'on a fait, qui est aussi dans une logique de formation des jeunes, qui est le concours de plaidoirie animaliste que Savane va vous présenter. Merci. Bon, je pense que Simon, on a beaucoup et bien dit sur la volonté de formation des jeunes. Mais en fait, on a voulu organiser un événement qui allait vraiment permettre à des jeunes de se saisir de différentes thématiques de la cause animale qu'ils pouvaient choisir, de réellement s'en saisir pour nous présenter une plaidoirie complète qu'ils ont après pu donc nous performer sur scène. Donc ça s'est passé au mois de mars. On a eu une 60aine de préinscrits qui ont souhaité participer au concours. Donc on a dû en sélectionner beaucoup puisqu'on a eu finalement plus que 8 candidats qui ont pu performer dans la vraie vie, en présentiel. Donc c'était déjà entre 15 et 27 ans. On a respecté l'âge du campus. Donc le plus jeune des candidats avait 15 ans, justement, et nous avait présenté une plaidoirie très complète sur la pêche des oiseaux d'eau, enfin sur la chasse des oiseaux d'eau, pardon. Donc on a eu une assez grande diversité, des gens qui venaient d'un peu partout en France et d'un peu tous les âges. C'était des plaidoiries qui pouvaient durer de 6 à 9 minutes. Et on a vraiment voulu leur laisser le choix sur ce qu'ils allaient pouvoir nous proposer comme contenu. Mais comme le but, c'est quand même d'aiguiller et d'accompagner, on leur avait quand même proposé certains thèmes. Donc il y avait une sorte de liste indicative assez bateau, sur l'élevage, l'expérimentation animale, la chasse, le braconnage, etc. Mais ils ont pu choisir l'approche dans le sens où donc, ils ont parfaitement choisi eux-mêmes leur sujet. C'était justement assez original de parler très spécifiquement de la chasse aux oiseaux d'eau. Mais je le prends en exemple parce que c'était justement... on s'y attendait pas. Mais en fait, ils ont pu choisir donc, de l'aborder d'une manière très abolitionniste, avec un discours justement qui aurait vraiment été antispéciste, ou bien de l'aborder d'une manière, par exemple, à trouver des idées qui pourraient améliorer le bien-être animal. Donc on a eu un peu tout type de plaidoirie. Il y en a eu beaucoup sur la chasse, sur l'abandon. On en a eu sur les élevages aussi, sur l'expérimentation animale, pour le maquillage. Donc on attendait vraiment des candidats, et c'est ça qui s'est passé pour la présélection, et après c'est ce que le jury final attendait aussi, qu'il y ait un discours qui soit vraiment argumenté dans le fond et très pertinent sur la forme. On attendait vraiment des candidats qui aient le fond et la forme, donc pour les raisons pour lesquelles Simon a pu... on a suivi le conseil de Simon pour les débats, globalement. Donc c'était... assez intense. Donc on a eu des membres du jury assez variés et dont on était assez fiers, parce qu'on a eu donc le naturaliste Pierre Rigaud, on a eu la fondatrice
L214 Brigitte Gauthier, on a eu l'avocat Francis Tedjen, on a eu Valentine Labourdette qui est une membre du campus animaliste, on a eu Hélène Thuy et on a eu l'ancien député Cédric Villani. On a aussi eu des invités particulièrement pertinents dont Dimitri Houbron qui avait pu travailler avec Loïc Dombreval pour la loi contre la maltraitance animale de 2021 dont Romain a parlé. Donc on a eu un beau public et un beau jury qui a pu donc décider du gagnant de ce concours de plaidoirie. Donc c'était Iliana Haït Ahmed qui a 22 ans et qui est étudiante à Sciences Po, qui nous avait présenté une plaidoirie sur le thème de la dissonance cognitive qu'il peut y avoir entre la viande et ce qu'on nous en dit. Et donc ça s'appelait La graine du doute. Elle a été la gagnante. Bon, elle a gagné un petit trophée et un joli diplôme de la signature de tous ses membres honorables du jury. Donc on a été très contents de ça et justement la volonté c'était vraiment de permettre à des jeunes de s'exprimer, de leur donner la parole sur une aussi jolie scène et en leur donnant les clés pour une première en France, parce que s'il y a déjà eu des concours de plaidoirie sur l'écologie, c'était la première fois qu'il y en avait un qui était consacré à 100% à l'animalisme et donc on a pu entendre vraiment beaucoup de jolies choses au cours de cette soirée. Et enfin, du coup, Romain, tu vas pouvoir continuer en parlant d'une autre des volontés du campus, qui est celle d'aider les jeunes dans leur orientation. C'est un peu prétentieux, mais on essaye. Voilà, donc effectivement, un autre des aspects fondamentaux du campus animaliste, c'est de se projeter dans l'avenir professionnel. Parce que nous sommes jeunes, certains parmi nous sont lycéens, donc recherchent leur orientation pour leurs études. D'autres sont au début de leurs études et vont faire des choix de spécialisation, ou d'autres encore finissent leurs études et vont devoir faire des choix en termes d'emploi. Donc nous cherchons pour beaucoup à nous orienter et nous souhaitons au campus animaliste aider tous ces jeunes à s'orienter s'ils souhaitent militer pour la cause animale professionnellement. Donc voilà, leur proposer des ressources, des aides pour savoir quels choix faire pour être actifs professionnellement dans cette cause. Alors, un premier projet que nous avions réalisé, c'était l'interview de Milton Frederici. Alors, Milton est responsable des affaires publiques chez CAP, donc Convergence Animaux Politiques. Et donc CAP, c'est une association qui est récente, qui est jeune, formée principalement de jeunes salariés. Et le rôle de cette association, c'est en fait de faire le lien entre les associations animalistes et les politiques. C'est de faire remonter les revendications, les demandes des associations animalistes auprès notamment, par exemple, des parlementaires. Alors l'objectif de cette interview, c'était de connaître le parcours de quelqu'un qui a fait de la cause animale son métier. Et donc pour ça, nous avons réalisé 2 vidéos. Donc une première dans laquelle il nous explique le bilan de son travail au sein de CAP pour la loi maltraitance animale. Donc CAP et Milton, notamment Milton, ont beaucoup travaillé pour cette loi. Sans CAP, cette loi n'aurait peut-être jamais vu le jour. Et une seconde vidéo dans laquelle Milton nous explique son parcours professionnel et comment il en est arrivé là à militer professionnellement pour la cause animale. Donc cette seconde vidéo est encore en cours de montage, mais va apparaître sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Donc voilà, à travers ce projet, on avait vraiment 2 objectifs. Montrer les possibilités aux jeunes qui souhaitent militer professionnellement dans la cause animale et les motiver en leur montrant que c'est possible. On n'en voit pas beaucoup de gens qui militent professionnellement, mais ça existe. Et j'en profite pour dire un mot sur le pôle audiovisuel qu'a évoqué Morgane. Donc ce projet s'est fait au sein de ce pôle. Donc au sein de ce pôle, on réunit différents jeunes qui ont des compétences en audiovisuel. Donc on a vu les visuels qu'on avait mis pour Noël, pour la canicule. On réalise des vidéos comme celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment un pôle très riche dans lequel des jeunes ayant des compétences en graphisme, en audiovisuel peuvent vraiment réutiliser leurs compétences pour les mettre au service de la condition animale. Un autre petit projet que nous avions réalisé, c'est un recueil de formations animalistes, donc, qui peut être trouvé là aussi sur nos réseaux sociaux. Alors à travers ce recueil, on a voulu réunir toutes les formations en lien avec la condition animale qu'on a pu trouver en France. Donc des formations sur des thèmes très variés, allant du droit à l'éthologie, la cuisine, les soins aux animaux ou aux humains, avec notamment le DU d'alimentation végétarienne. Enfin voilà, des formations très variées.
Donc ce recueil a aussi vocation à donner des idées, à motiver quelqu'un qui souhaiterait s'engager dans la cause animale professionnellement, mais qui ne sait pas trop vers où se diriger. Ce document est en constante évolution, on l'enrichit au fur et à mesure des nouvelles formations qui ouvrent et au fur et à mesure de nos découvertes, parce qu'il faut les chercher, les formations animalistes, on ne les trouve pas forcément très facilement. Et enfin, on a un projet, donc là c'est encore en cours de réflexion, ce projet n'a pas été encore réalisé. On souhaite réaliser des reportages sur des professionnels dans la cause animale. Donc ce serait un peu dans cette optique de l'interview de Milton. On souhaiterait interviewer des gens qui travaillent dans la cause animale pour qu'ils puissent nous présenter leur travail, leur parcours, montrer différentes façons de s'engager pour les animaux. Alors on souhaiterait en faire quelque chose de régulier, par exemple publier des vidéos, des reportages tous les 2-3 mois. Et concrètement, ça pourrait prendre la forme on suivrait pendant une journée un de ces professionnels sur son lieu de travail, et pendant cette journée, il nous expliquerait ce qu'il fait concrètement et son parcours. Donc ça pourrait être un restaurateur dans un restaurant vegan, quelqu'un qui travaille dans un refuge, un jeune en service civique, dans un service évidemment en rapport avec la condition animale, un avocat qui défend des associations ou des militants animalistes, voilà, ou encore d'autres salariés de CAP. Donc voilà, c'est encore en cours de projet et on espère bien le réaliser. Et c'est ici que se clôt cette conférence. Je vous remercie pour votre attention. Et... Oui. Donc voilà, si vous avez envie de discuter avec nous plus tard, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas non plus. Et si vous avez des questions, tout de suite, nous vous écoutons. Oui, la dernière intervention là, pour le reportage des professionnels et pour récolter toutes les formations pour les animalistes. Moi, en fait, je suis en train de me former pour être animatrice et donc sensibilisée par l'animation. Je ne sais pas si ce serait pertinent ou si ce serait bien de trouver ou de faire un BPGEPS spécialement pour sensibiliser pour la cause animale. Voilà, je sais pas. Ouais, je connais pas le mot. Je sais pas si. C'est quoi un bébé GEPS? Oui, désolé. C'est un. On va se former sur ça, voilà, sur la connaissance. C'est brevet professionnel. Alors GEPS, c'est jeunesse et sport, éducation populaire, je crois. Et donc, et dans l'animation sociale. Mais après, dans les BPGEPS, il y a plusieurs BPGEPS. Donc moi, c'est animation sociale, mais il y a aussi culturel, loisirs et tout public, un truc voilà, je sais plus après, environnement aussi. Et du coup, c'est une formation publique, c'est ça? C'est une formation qui dure 1 an pour devenir animatrice. Et après, c'est du coup ce que je disais, il y a plusieurs options environnement, culture, animation sociale. Et il y a donc des convergences, des points similaires entre tous les BPGEPS, notamment, je pense, la méthodologie de projet. Mais ensuite, il y a peut-être des spécificités en fait, que je ne connais pas bien. Enfin, je connais les spécificités d'animation sociale, mais peut-être faire un BPGEPS animaliste, donc avec des spécificités pour savoir c'est quoi la sentience, le spécisme, pouvoir savoir comment l'animer, etc. Ça pourrait être un truc bien, à part si je suis la seule à vouloir être animatrice. Mais Bah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Mais ouais. Merci beaucoup pour votre engagement et pour tout ce que vous faites. C'est vraiment très chouette. Et merci d'avoir cité CAP dans la conférence. Et les jeunes salariés. Et je pensais pour tout ce qui est la professionnalisation, il y a aussi Animal Advocacy Careers. Peut-être que vous connaissez déjà cette association. C'est une association anglophone qui travaille sur la professionnalisation justement des militants de la cause animale et qui a tout un site et un cursus de formation avec une approche altruiste efficace. Et c'est très très chouette ce qu'ils font. Bon, tout le contenu est en anglais, mais ça peut être source d'inspiration.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut vous mettre un extrait du concours de plaidoirie si vous voulez. Oui. Non? De la Oui. gagnante? Ok. On va passer à la plaidoirie suivante d'Iliana Haït Ahmed. C'est à toi. On se dire 9 minutes, peut-être pas en entier, hein, mais... Si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. J'aurais tant aimé que Paul McCartney ait raison. Mais force est de constater que notre réalité le dément. De nos jours, les murs des abattoirs sont en verre. Ce qui se passe à l'intérieur de ces lieux funestes ne relève plus du mystère ou de l'indicible. Nous avons vu la souffrance des animaux pris au piège, l'horreur des corps claqués, l'agonie et leurs carcasses, malheureusement destinées à ravir nos papilles. Ces dernières années, les enquêtes se sont démultipliées. Mais malgré les révélations toujours plus révoltantes des lanceurs d'alerte, le monde n'est toujours pas végétarien. Nous restons une minorité. Notre voix porte davantage, certes, mais pas encore assez pour couvrir le silence coupable entourant l'abattage quotidien de 3,2 millions d'animaux en France. Alors, Paul se serait-il trompé? Était-il trop naïf? Depuis un certain temps, la sentience des animaux d'élevage fait l'objet d'un large consensus scientifique. Alors, si nous avons arrêté de considérer les animaux comme des machines, comme notre bon Descartes aimait à le faire, quelle explication donner à notre indifférence généralisée? Serait-ce simplement une réticence de l'homme à changer ses habitudes? Serait-ce une crainte de ne plus être français? Puisque cela n'a pu vous échapper, être français, c'est consommer un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Personnellement, je ne pense pas que cette grille de lecture soit des plus pertinentes. Au risque de sonner wokiste, je le clame haut et fort. C'est tout un système qu'il faut remettre en cause. Car ce système a un but, simple mais redoutablement efficace. Semer une graine dans votre tête. La graine du doute. Une fois qu'elle s'est introduite dans votre esprit, vous ne savez plus qui croire ni que croire. Et bingo, vous ne croyez plus en rien. Le système a bien compris que le doute est une arme puissante. Cette stratégie n'est pas nouvelle. C'est la même que celle déployée par l'industrie du tabac qui, pendant des décennies, n'a eu qu'un objectif, vous convaincre que fumer était bon pour votre santé, preuve médicale à l'appui. Cette tactique pernicieuse a aussi conduit les familles françaises à servir du vin dilué à leurs enfants. Plus récemment, les grands groupes pétroliers ont financé des études scientifiques pour retarder le plus possible la prise de conscience liée au réchauffement climatique. Ces mensonges noient l'information et vous font douter de ce que vous pensiez savoir. Vous êtes en léthargie. Alors aujourd'hui, je veux vous alerter. Nous sommes tous pris dans un épais brouillard de désinformation. Et faites attention, vos ennemis se cachent dans les endroits les plus inattendus. Ils sont partout. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire et vous y verrez plus clair. C'est l'histoire de ma petite graine à moi, ou la vôtre, qu'importe. J'ai 8 ans, j'ai un chien, Pookie, c'est mon meilleur ami. À l'heure du repas, je boude mon assiette. Depuis que je sais que mon escalope panée est en réalité, tenez-vous bien, un cadavre de poulet, mon appétit est coupé. Je me dis que je ne tolérerai jamais que quelqu'un fasse du mal à Pookie, donc je ne comprends pas pourquoi pour les poulets ce serait différent. Après tout, un poulet n'a-t-il pas des yeux? Un poulet n'a-t-il pas des organes, un corps, des sens, des désirs, des émotions? Mais ma mère insiste. Elle me dit que son médecin est des plus formels. Le poulet, c'est de la viande blanche, c'est bon pour la santé. Il a fait tellement d'études, il doit avoir raison. Je me rends à l'école de la République française, au temple du savoir. Aujourd'hui, je suis contente. Nous allons recevoir une intervenante. Oh, génial, j'en avais marre des cours de mathématiques. La dame ne dit pas pour qui elle travaille, mais elle s'y connaît en nutrition, c'est ce que je retiens. Au détour d'un jeu, elle nous explique que le lait est la seule et unique source de calcium. Évidemment. Ces idées se bousculent dans ma tête.
Mange ta viande, laisse un verre de lait pour le Père Noël. À Pâques, c'est de l'agneau au menu. Vendredi, sans ses poissons. Un Noël sans dinde et sans foie gras. Et puis quoi encore? À un moment donné, la France, c'est la France. Et le foie gras, c'est la France. À la cantine, c'est jambon et frites. Ou double ration de frites. C'est ça, la République. Qui suis-je pour remettre en question toutes ces traditions? J'ai 20 ans. Je continue de consommer des produits d'origine animale parce que ma graine a bien germé. Chez moi, j'allume la télévision. On me dit que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, qu'il faut en consommer 3 fois par jour et que grâce à cela, j'aurai des os forts et en pleine santé. Je zappe. Interweb, l'interprofessionnel du bétail et des viandes, vante le flexitarisme, régime de la responsabilité, de la liberté, de la durabilité. Je vois des vaches qui gambadent dans des prés, des poules qui dansent le cancan. On me dit de faire confiance à toute une filière et de me fier aux labels. Mais entre le bio, le rouge, les IGP, les labels privés et gouvernementaux, je vous avoue que je suis bien perdue. Je suis dans le métro. J'apprends qu'un lanceur d'alerte est en garde à vue. Il a infiltré un abattoir et a réussi à publier des vidéos. On y voit des vaches suspendues sur la chaîne d'abattage. Elles sont censées être inconscientes, mais non, certaines se débattent. Leurs corps sont pris de convulsions. L'une d'entre elles est même gestante. Le journaliste explique que les lobbies cherchent à faire taire les lanceurs d'alerte en criminalisant leurs actions. Ils veulent réduire au silence toute critique de leurs pratiques, quitte à faire porter le chapeau aux employés ou aux éleveurs, pourtant eux aussi victimes de ce système qui leur impose des conditions de travail déshumanisantes et des cadences intenables. C'est décidé. Désormais, je ne laisserai plus personne me gaver d'informations contradictoires. Je vais investiguer et démêler le vrai du faux. Oser penser par moi-même. Sapere aude. Je m'empare de mon héritage des Lumières. Une semaine plus tard, je suis épuisée, mais heureuse. J'ai lu des centaines d'articles qui m'ont permis de renouer avec l'enfant qui sommeillait en moi. Celle qui avait tout compris à l'époque, celle qui n'était corrompue par personne. Je découvre que je me suis construite sur des mensonges, qu'on nous a lavé le cerveau pour que le terreau soit humide et que notre graine du doute pousse bien. Enfin délivrée de ma dissonance cognitive, vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée. Maintenant, que faire, me direz-vous? Mettre à bas l'ordre établi. Loin de moi l'idée qu'il faudrait s'informer exclusivement auprès des défenseurs de la cause animale. Je soutiendrai toujours le pluralisme. Je milite simplement pour que le consommateur soit informé de manière transparente, qu'il sache qui lui parle et d'où provient ce qu'il achète. Autrement, comment pourrait-on prétendre parler de choix éclairés ou de liberté? Ma graine déterrée et forte de mes convictions, je demande aux décideurs publics de mettre fin à ce cirque macabre. Je réclame tout d'abord le remplacement des allégations fallacieuses sur les emballages par un étiquetage obligatoire des méthodes de production, comme c'est le cas pour les œufs, mais allant plus loin, pour inclure notamment les procédés de sélection génétique, de transport et d'abattage. Je requiers également que l'on rende visibles les initiateurs de toute communication au service d'intérêts privés. Enfin, je pense qu'il est grand temps de graver dans le marbre de la Constitution française la reconnaissance de la sentience des animaux. Dans cette attente, le combat est rude et l'adversaire féroce. L'objectif des lobbies, vous l'avez compris, est de nous désinformer en semant le doute dans nos esprits. Or, on le sait, in dubio pro reo, le doute profite à l'accusé. Pour citer Paul Éluard, la lumière toujours est tout près de s'éteindre. La vie toujours s'apprête à devenir fumier. Mais le printemps renaît, qui n'en a pas fini. Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe. Alors, si les murs en verre ne suffisent pas, ne perdez pas espoir, Paul. There will be an answer. We won't let it be. Merci. Si vous avez d'autres questions, si des questions sont venues pendant la plaidoirie, n'hésitez pas.
Et je voulais juste dire, comme vous le voyez, ça conduit aussi à quelque chose de politique. C'est-à-dire que c'est une plaidoirie, c'est juridique, mais c'est un engagement où les différents candidats, en l'occurrence le candidat qui a gagné, se renforcent pour la rhétorique, mais aussi s'engagent politiquement. Voilà. Sinon, merci à vous tous. Petit mot de la fin. Un mot de la fin, si vous avez l'âge requis, rejoignez le campus animaliste. Merci à vous.